Comme vous le savez sans doute, le ou la maire dispose d'un certain nombre de pouvoirs qui lui sont propres pour pouvoir organiser au mieux la vie sur sa commune. Quand on parle de pouvoir de police, on ne parle donc pas de ni d'eux, mais d'eux. En fait, on revient à l'étymologie même du terme de police, qui vient de politeia en grec, qui signifie l'art de gouverner la cité, la police. Le pouvoir de police qu'on va parcourir ensemble est donc un concept politique, philosophique, et n'a donc dans un premier temps rien à voir avec les agents de police. Avec le temps, cette notion très générale de police, d'art de gouverner la cité, s'est progressivement resserrée autour d'un autre concept, celui d'ordre public. Le, ou plutôt les pouvoirs de police du ou de la maire, désignent donc tous les pouvoirs dont il ou elle dispose pour faire respecter l'ordre public. Ça fait très super-héros dit comme ça. Un peu oui, et franchement, vu l'étendue de ces pouvoirs, on se demande si on ne s'en approche pas un petit peu. Allez, on entre dans le vif du sujet. Quels sont les pouvoirs de police du maire pour faire respecter l'ordre public de manière générale? On parlera alors de pouvoir de police administrative générale. Assez classiquement, en droit public, l'ordre public se définit par 3 composantes plus une. Et oui, c'est comme pour les mousquetaires, il y en a 3 principaux. Ici, c'est la sûreté, la sécurité et la salubrité publique, et un 4e qui va arriver en guest dans un petit instant. Le ou la maire a donc la lourde tâche de faire tout ce qui est en son pouvoir pour faire respecter l'ordre dans ces 3 composantes. La sûreté d'abord. Le ou la maire doit s'assurer de la sûreté, c'est-à-dire réduire au maximum les risques du quotidien dans la ville ou le village. Très concrètement, ça passe par le nettoyage des rues, places ou quais de la commune, par un bon éclairage, par l'enlèvement des encombrants, la démolition ou la réparation des édifices et monuments funéraires menaçant ruine. Tout ça relève en droit de ce qu'on appelle le pouvoir de police. Mais je vous rassure, le maire ne va pas tout seul relever l'arbre qui est tombé sur la route, réparer le lampadaire ou soutenir le mur d'une maison qui est en train de s'écrouler. Quoique dans certains cas, notamment dans les plus petites communes, on n'en est pas loin. Dans les faits, il va disposer d'un pouvoir normatif, qui va par exemple lui permettre de constater qu'un édifice menace de s'effondrer et ordonner son évacuation et ou sa réparation par le ou les propriétaires concernés. Il va ainsi disposer d'un budget et d'une administration pour pouvoir réparer un lampadaire, neutraliser un câble électrique sur la chaussée ou plus simplement pour procéder au nettoyage de la place de la mairie. Le pouvoir de police qui permet de s'assurer de la sûreté publique est bien un pouvoir normatif, un devoir qui lui incombe mais qui nécessitera derrière d'avoir les outils juridiques et les moyens concrets de mise en œuvre. C'est vrai également pour la 2e composante, la tranquillité publique, qui cible plus particulièrement, je cite, les rixes et disputes accompagnés d'ameutements dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage ou encore les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants, avec une attention particulière au lieu de grands rassemblements d'hommes tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés ou églises. Tranquille. 3e composante, et pas des moindres, la salubrité. Entendez par là que le ou la maire doit pouvoir éviter ou apporter des secours pour faire cesser, je cite, les accidents, fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses. Il peut également prendre provisoirement des mesures d'internement de personnes atteintes de troubles mentaux et qui risquent de nuire à l'ordre public, ou encore, c'est pas drôle mais j'aime beaucoup la formulation, le soin d'obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces. Et comme tout trio de mousquetaires qui se respectent, se rajoute une 4e composante de l'ordre public, à savoir la moralité publique. Je ne vais pas avoir le temps de détailler ici, mais notez simplement que cette composante a été progressivement développée par certaines jurisprudences du Conseil d'État devenues très célèbres. Il s'agit de prévenir les actes portant atteinte à la dignité humaine, comme par exemple les concours de lancer de nain à Morsan-sur-Orge, ou encore la diffusion de films jugés immoraux. Globalement, vous l'aurez compris, le ou la maire doit tout faire pour prévenir tout trouble à l'ordre public, de quelque nature qu'il soit. C'est donc un pouvoir très général, et tous les éléments que je viens de vous citer n'en sont que des exemples. C'est pourquoi on qualifie toute cette première série de pouvoir de police administrative générale. Et si on parle de pouvoir administratif général, c'est bien qu'il existe ailleurs un autre pouvoir de police, et c'est le pouvoir de police administrative spéciale.
Le ou la maire dispose d'un pouvoir de police général dès lors qu'il ou elle agit pour prévenir les atteintes à l'ordre public. C'est un pouvoir qu'il ou elle peut utiliser quelle que soit la thématique. Elle s'oppose au pouvoir de police spécial, qui sont, comme leur nom l'indique, beaucoup plus spécialisés puisqu'elles concernent des pouvoirs très précis, conférés par un texte précis. On peut citer par exemple la police de l'urbanisme, qui permet de contrôler le respect des permis de construire et des règles d'urbanisme, la police des funérailles et des cimetières, réglementant les inhumations et l'entretien des cimetières, ou encore la police de la circulation et du stationnement, l'une des plus importantes et des plus connues, permettant d'aménager les règles de circulation et de stationnement. Il n'y a pas à proprement parler de troubles à l'ordre public, néanmoins il est évident dans ces cas que le maire a besoin d'un pouvoir normatif pour pouvoir organiser tout ça. Et c'est peut-être ici qu'on comprend le mieux de notion de pouvoir de police administrative, qu'elle soit générale ou spéciale. Je voudrais insister ou réinsister sur 2 points spécifiques. Premièrement, on l'a déjà vu, le pouvoir de police est un pouvoir avant tout juridique, et la plupart du temps, le maire utilise son pouvoir de police par la signature d'arrêtés, même si parfois la mise en œuvre concrète de sa décision peut nécessiter l'intervention d'agents publics divers et variés, techniciens de voirie, agents d'instruction en urbanisme ou encore police municipale. La police municipale n'est donc qu'un des outils, mais pas des moindres, je vous l'accorde, pour faire respecter les mesures de police administrative. Deuxième point, on parle de pouvoir de police administrative, pour désigner l'ensemble des pouvoirs à disposition du maire pour prévenir les troubles à l'ordre public. C'est donc uniquement préventif. On l'oppose au pouvoir de police judiciaire, qui a pour objet de constater les infractions pénales. Vol, agression, vente ou consommation de drogue, et j'en passe. D'en rassembler les preuves et de poursuivre les auteurs. Les pouvoirs de police administrative sont donc tout sauf des pouvoirs de super-héros, puisque le fait de repérer, poursuivre et enfermer les méchants relève bien du pouvoir de police judiciaire, et non du pouvoir de police administrative. Concrètement, en matière de maintien de l'ordre, cela signifie que tant que vous faites des patrouilles pour calmer le jeu et prévenir les dérapages, vous êtes dans le cadre de pouvoir de police administrative. C'est ce que fait notamment la police municipale pour le compte du maire. Alors que si vous voyez des policiers fouiller et mettre les menottes à une personne dans la rue, vous assistez à une intervention dite de police judiciaire qui ne peut être menée que par la police nationale ou la gendarmerie. Et la distinction est importante puisque les actes de police administrative sont jugés par le juge administratif au tribunal administratif et les actes de police judiciaire par le juge pénal. Allez hop, la boucle est bouclée, le maire se concentre sur son pouvoir de police administrative générale ou spéciale, et il passe la main pour ce qui relève du judiciaire. Encore une vidéo qui va permettre de faire avancer les choses. Pop 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 pop, je m'arrête tout de suite. Que serait un monde juridique sans exception? Non. Oh si, le maire dispose également de certains pouvoirs de police judiciaire. Petite spécificité propre à la personne du maire ou de la maire, ils ont la qualité d'officier de police judiciaire, ou OPJ, c'est-à-dire qu'ils ont la possibilité de constater les infractions et dresser des procès-verbaux, de signaler les crimes et délits au procureur de la République, de prendre des mesures d'urgence en cas de délit flagrant, et peuvent être missionnés par le procureur pour mener des enquêtes sur une personne poursuivie. Alors qu'on se le dise, dans la vraie vie, il est assez rare qu'un maire agisse en tant qu'OPJ, mais c'est une réelle faculté qui lui est octroyée et qui permet dans certains cas d'agir vite et sur des zones parfois éloignées des actions des forces de l'ordre. Comme vous pourrez le voir dans une autre vidéo, le maire dispose d'une double casquette, c'est-à-dire qu'il est à la fois élu représentant d'une commune et à la fois agent de l'État. Et lorsqu'il agit en qualité d'OPJ, il se situe typiquement dans une situation d'agent de l'État, sous le contrôle dans ce cas du procureur de la République. Car comme dirait un grand homme qui tire des fils avec ses poignets, de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Concernant l'encadrement des pouvoirs de police du maire, retenez bien que les pouvoirs de police du maire sont précieux. Ils sont donc obligatoires, c'est-à-dire que le maire ne peut pas se défiler sans engager sa propre responsabilité, en plus de voir le préfet se substituer au maire afin de prendre les actes de police nécessaires. Les pouvoirs de police sont rattachés directement et uniquement au maire, qui ne peut déléguer ses pouvoirs ni au conseil municipal, ni à une société privée pour prendre des décisions normatives qui s'imposent. L'exercice des pouvoirs de police induisant la plupart du temps des restrictions de liberté, les décisions de police doivent être motivées, nécessaires et proportionnées. Prenez l'exemple d'un arrêté du maire interdisant la musique dans toutes les rues de la commune pendant la fête de la musique, sauf sur quelques actes principaux. Dire que les actes sont motivés signifie que le maire ne peut agir qu'en justifiant la prévention d'un trouble à l'ordre public. Ici, on sait qu'on ne pourra pas sécuriser l'ensemble de la ville, d'où l'intérêt de limiter cette pratique dans une partie seulement. Dire qu'ils sont nécessaires revient à dire que, vraiment, le maire ne pouvait pas faire autrement. Dans notre exemple, ça pêche un petit peu, puisqu'en droit français, la liberté est le principe et l'interdiction l'exception. Le maire aurait donc pu édicter un principe général d'autorisation le 21 juin,
en ciblant nominativement les zones ou les rues sur lesquelles appliquer une interdiction. Enfin, l'acte est considéré comme proportionné s'il permet justement d'atteindre l'objectif. On illustre parfois ce principe en indiquant que détruire un moustique au bazooka est très efficace, mais pas tout à fait proportionnel. Et la proportionnalité est souvent le débat le plus important quand le juge vient contrôler les actes de police, puisqu'il nécessite un argumentaire au plus proche des réalités locales. Vous voulez en savoir plus? N'hésitez pas à m'écrire en commentaire si vous voulez que je traite ou que j'approfondisse une question en particulier. Et surtout, venez me retrouver sur La Territo, la chaîne qui vous fait prendre de la hauteur sur la vie des collectivités territoriales.